Bonjour à toutes et à tous. On va effectivement échanger sur ce sujet de la mesure et des gros enjeux qui touchent aujourd'hui les marques. On a la chance d'avoir 4 marques avec nous, c'est assez rare dans ce genre de panel, donc on va en profiter. On a aussi la chance d'avoir un spécialiste de la mesure, IAS. Clément, première question pour vous. C'est quoi le gros enjeu en matière de mesure pour les annonceurs en 2024 ? On a parlé disparition des cookies tiers, on parle de convergence vidéo en ligne télé, on parle de carbone. C'est quoi le premier enjeu selon vous pour les marques ? Bonjour à tous. Alors, un peu de tout ça, mais rien de tout ça vraiment. Donc Nicolas, je suis désolé. J'ai la chance d'être avec à une belle table ronde avec des annonceurs. Donc je vais citer une étude de la WFA qui est sortie en novembre, il n'y a pas longtemps. Ils ont interrogé 92 annonceurs qui dépensent pour 500 milliards de dollars dans le monde, donc des gros investisseurs. Une question m'a interpellé, c'est qu'est-ce qui freine pour vous le développement et la croissance des investissements dans le digital pour 2024 ? Et pour 90% d'entre eux, 90 c'est beaucoup, c'est la brand safety. C'est-à-dire que maîtriser la brand safety, maîtriser le contexte de diffusion, ça reste pour 90% d'entre eux, des annonceurs, la question clé pour continuer à investir et augmenter les investissements. Pourquoi je dis ça ? C'est pas pour plomber l'atmosphère ce matin, c'est plutôt pour annoncer une bonne nouvelle. C'est annoncer le fait qu'on lance la mesure de la brand safety sur Meta. Meta était une des rares plateformes sur lesquelles on ne pouvait pas encore mesurer la brand safety. On le fait déjà sur YouTube, sur TikTok. Et ça s'ouvre, ça commence. On est en bêta. C'est à quelles infos quand on est annonceur ? Concrètement, donc sur le feed Meta, Instagram ou Facebook, quel est... sur les contenus qui sont à côté de votre publicité, est-ce qu'ils représentent un danger ou non ? Est-ce qu'ils sont safe ou non ? L'autre sujet, c'est l'attention dont on parle beaucoup en ce moment. J'imagine que c'est challengeant pour IAS, qui est quand même un spécialiste de la mesure de la visibilité, qui est aujourd'hui un KPI quand même assez critiqué et auquel pas mal d'annonceurs, sembleraient préférer l'attention. Vaste question. Donc, c'est pas parce qu'on travaille sur l'attention qu'il faut renier ou renoncer à la visibilité. La visibilité, elle a deux vertus. Une, c'est qu'elle bénéficie d'un standard, ce qui n'est pas le cas de l'attention pour l'instant. On va y revenir. Et le deuxième point, tous les fournisseurs d'attention, il y en a beaucoup, la visibilité est une des composantes de l'attention pour tous. C'est un peu une boussole qui mène vers l'attention. Donc la visibilité reste un élément clé et intermédiaire. Et effectivement, l'attention, sujet passionnant. On n'a pas, nous, IAS, été les plus rapides à sortir notre solution. On a pris le temps de creuser et on sort aujourd'hui, pareil, une annonce. Donc c'est live en janvier pour l'ensemble des clients. La solution qui est probablement la plus complète du marché parce qu'on ne s'appuie pas que sur des données IAS déterministiques, mais également sur un partenariat exclusif avec Lumen pour intégrer une notion d'eye tracking avec le spécialiste de l'eye tracking qui est Lumen. Et le dernier point sur l'attention, et je pense que ça va être complété tout à l'heure, on sort une solution qui permet aussi de mesurer l'efficacité, c'est-à-dire à quoi ça sert de faire de l'attention, quel est l'impact direct pour les clients. Lié attention et business, on va en parler tout à l'heure, mais avant cela, j'aimerais me concentrer sur la première préoccupation qui a été remontée par EY, qui est le sujet de la disparition des cookies tiers. Une question pour vous, Anne-Dorine. Un de vos gros enjeux, un de vos moves en tout cas, pour essayer de trouver un substitut aux cookies tiers, ça a été de déployer un identifiant partagé dont on parle beaucoup en ce moment, qui s'appelle First ID, qui a été lancé par des Français. Est-ce que pour nous expliquer pourquoi c'était important pour Pierre Fabre d'aller sur ce terrain-là, sachant que vous ne faites pas d'e-commerce. Donc c'est vrai qu'à priori, on pourrait se dire qu'ils sont peut-être un peu moins concernés par la disparition des cookies tiers. Bonjour à tous. Alors effectivement, on est dans un environnement, nous ne sommes pas e-commerçants, nous n'avons pas de site logué. Nous sommes dépendants d'une distribution qui est essentiellement en pharmacie et parapharmacie, ce qui complexifie d'autant plus la remontée d'informations. Et pour ne rien vous cacher, nous avons un CRM qui est assez peu qualifié. Donc à partir de là, c'est d'autant plus important pour nous de développer notre data first party. Et donc effectivement, on a fait le choix d'implémenter pour l'instant en mode POC sur 2 de nos sites la solution First ID après un parcours, on va dire une aventure humaine intra-entreprise relativement longue. Quelle raison ? C'est vrai que sur ces sujets d'ID, on dit que ça prend toujours beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a énormément de parties prenantes. Il y a déjà un premier enjeu qui est
qui est de trouver des alliés en interne au travers des différents métiers, parce que ce sont des solutions qui ensuite ont des use cases pour de nombreux métiers qui ne sont pas que sur le média, mais également sur le CRM, sur du coup la partie data, insight. Et ensuite, effectivement, ça impacte au sein de l'entreprise d'autres métiers, avec évidemment tout ce qui va être DPO. Nous, on a fait le choix de commencer bien évidemment par cette partie-là, mais ensuite l'architecture, la sécurité, le juridique, etc., sur un sujet qui est nouveau pour tout le monde et qu'il faut du coup s'appréhender. D'où effectivement un parcours du combattant pour pouvoir expliquer et obtenir toutes les validations nécessaires. Donc 8 mois. Donc après ce parcours du combattant pour initier les premiers POC, où est-ce que vous en êtes? C'est quoi les premiers cas d'usage que vous avez testés avec First ID? Alors aujourd'hui, nous avons 2 cas d'usage. Un premier qui est sur de l'activation, qui a commencé il y a quelques semaines, et un deuxième qui aura lieu plutôt à des fins d'insight, mais qui se déroulera plutôt courant janvier. Aujourd'hui, chez Pierre Fabre, nous avons des marques qui sont concurrentes entre elles et des produits qui le sont également. Donc effectivement, on se pose des questions sur les duplications d'audience entre ces différents produits, sur les effets de halo d'une campagne à une autre. Et donc, au travers de l'analyse des identifiants First ID, on espère trouver des réponses. Et First ID vous aide à identifier les éventuels effets halo entre la campagne d'une marque pour une autre? Alors, sur cet aspect-là, c'est notre agence média qui travaille sur la partie analyse. First ID étant là sur tous les aspects techniques. C'est l'outil qui vous aidera à avoir la donnée qui vous permettra d'identifier ça. Et ensuite, voilà, il y aura une analyse de ces identifiants catégorisés par nos soins. Parce que vos conversions, elles s'effectuent du coup plutôt en pharmacie En pharmacie, parapharmacie, avec une part des ventes digitales qui est relativement restreinte. Donc effectivement, là on est plutôt sur de la visite sur site et on n'est pas en mesure aujourd'hui d'aller jusqu'à de la conversion. Ça, on en parlera après parce qu'il y a aussi le MMM dont on va parler après qui va permettre peut-être de reboucler le in-store avec l'exposition publicitaire en ligne. Avant de passer sur ce sujet-là, j'aimerais bien aussi parler avec vous, Hervé, parce que vous avez également testé, je crois, First ID. Bonjour à tous. Merci aussi à Mickey et Arthur de m'avoir invité. C'est ma première, alors j'essaye de faire un vœu. Toc, c'est fait. Voilà. Oui, nous avons testé First ID. Nous avons même été parrain de First ID quand il s'est présenté à l'UDM. Donc on est vraiment partie prenante. Pourquoi on a testé First ID? D'abord parce qu'on est un gros retailer, on a un gros site, on a une grosse appli et on a un site e-commerce. Donc on a toutes les composantes pour, dans une perspective cookie serverless, retrouver bien nos consommateurs, nos propres cookies propriétaires, chez les éditeurs. C'est ça notre ligne de conduite. Alors on l'a testé, pas tout à fait en retargeting, comme je viens de vous l'exprimer, puisque ça c'est la phase 2 de nos tests. Nous l'avons testé justement pour maîtriser notre média planning entre 4 éditeurs indépendants les uns des autres. Voilà, je pense qu'il y avait Prisma, il y avait d'autres éditeurs, mais ça permet pour nous, en tant que marque qui annonçons sur le marketing digital, ça nous permet de maîtriser notre capping. La fréquence d'exposition, s'assurer qu'une personne qu'on a touchée sur le site A, on l'a potentiellement touchée sur le site B et utiliser cette information. Ce que vous n'aviez pas si les cookies tiers disparaissaient. Exactement, mais comme on ne voulait plus faire de carpet bombing comme dans les années 80, et qu'on a aussi une perspective un peu RSE, c'est-à-dire faire du bon marketing digital, en vrai, tout simplement, ne pas assaillir nos futurs consommateurs de publicité qui clignotent dans tous les sens, on a fait ce test qui a été extrêmement performant, je vous le dis. Donc, et la deuxième étape, je vous rejoins dans le fait que ça ne soit pas forcément toujours très facile dans les entreprises, c'est mettre autour d'une table
une DSI, donc un système informatique, parce qu'il y a quand même des gens qui mettent des pixels à un moment donné sur des sites pour qu'on puisse faire tout ce travail. Donc il y a la DSI, il y a les product owners du site. Il ne faut pas que ça fasse péter toutes les mesures qu'on a mis en place, hein, parce que tous les tags, sinon, ils sautent d'un jour sur l'autre. C'est un peu embêtant, on n'arrive plus à réconcilier nos mesures. Et donc, mettre tous ces gens autour d'une table dans une perspective cookie threadless, ça, c'est notre enjeu 2024. Et on a bien évidemment déjà commencé à travailler sur le sujet. Sur le sujet de la performance, vous avez dit que ça avait été performant. Pourquoi? Parce que du coup, vous vous êtes rendu compte que vous exposiez moins, vous avez réduit l'exposition sur la moyenne d'exposition sur chaque contact. Exactement. Vous avez économisé du budget que vous avez pu réallouer ailleurs, j'imagine. Exactement. J'ai plus rien à dire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Non. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Il y a déjà le fait que y avait une espèce de martingale quand même, hein, qui existe dans ce métier, qui s'appelle le cross-metrics, c'est-à-dire le fait d'un éditeur à l'autre, de retrouver des choses et d'avoir une vue un petit peu 360. Grâce à ça, on a quand même une bougie dans le noir, hein. Enfin, jusqu'à ce qu'on ait, au-delà du POC, au-delà des tests et au-delà d'une systématique et d'une industrialisation, on est dans cette direction. Donc déjà, ça commence à être intéressant de ce point de vue-là. Et puis, c'est aussi intéressant parce que, pardon, mais First ID est une entreprise française. Alors, je suis désolé, mais nous sommes aussi, en tant qu'Intermarché, une entreprise française. Et je sais qu'il y a des sirènes américaines qui essayent de scruter ce marché. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une entreprise française et qui peut être jusqu'à 4 fois moins chère que d'autres solutions américaines sur le marché français. Donc c'est aussi à considérer, vous voyez, quand on est comme Intermarché, des annonceurs responsables. Ouais. Alors on a aussi un autre annonceur français, c'est Nestlé, enfin pardon, même pas français, non, n'importe quoi. Excusez-moi, vous êtes français, mais Nestlé n'est pas français. Je vous ai troublé. Hein. La Suisse et la France, ouais, vous m'avez, excusez-moi, n'importe quoi, on oublie. Non, en revanche, je rebondis sur ce que vous me disiez, donc l'enjeu du cross-site. Ça, c'est important avec les cookies. En revanche, ce à quoi ça ne répond pas, c'est que ça ne répond pas à la problématique des cross-environnements. Parce que sur l'in-app, sur l'in-store, on n'a pas de cookies, évidemment. Et là-dessus, il y a une méthodologie qui revient en force qui s'appelle le marketing mix modeling. Historiquement, c'est une méthode qui permettait de mesurer l'impact de la télé sur les ventes. Je crois que c'était pas mal utilisé, notamment par les annonceurs PGC. Et aujourd'hui, ça revient en force. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jessica, pourquoi est-ce que justement Nestlé a redoublé d'efforts sur ce sujet du MMM? Tout à fait. Bonjour à tous. Donc effectivement, Nestlé a fait le choix du MMM. Je pense que déjà, il faut qualifier le besoin. Nestlé France dépense des dizaines de millions sur une vingtaine de canaux. Et donc, on a un vrai besoin de mesurer l'impact de ces dépenses. À l'échelle de Nestlé, il y a aussi un besoin d'harmonisation. Et je pense que c'est un élément critique dans ce cheminement. Donc, une harmonisation non seulement de l'évaluation des dépenses passées, mais surtout l'enjeu stratégique d'optimiser les dépenses futures. Donc maintenant qu'on a ce besoin qui est fort, on se tourne vers notre boîte à outils et malheureusement elle est un peu pauvre. Et là je vais faire peut-être un petit clin d'œil à un très très bon article que je vous recommande de Google, donc Chan et Perry en 2017, qui nous explique un petit peu les outils que nous avons à disposition. Et là-dessus, je pense qu'il y a la médaille d'or, donc l'A/B test que nous connaissons tous. Peut-être la médaille d'argent avec les méthodes de Rubin, Neyman, les modèles causaux. Et malheureusement, dans le contexte de Nestlé, avec autant de touchpoints, autant de choses à valider, ces deux méthodes sont impraticables, coûteuses, etc. Et donc, on se tourne en fait vers notre meilleure solution, qui est donc le MMM, effectivement une méthode éprouvée depuis les années 60. Peut-être rappeler le concept quand même pour ceux qui ne sont pas finis. Oui, tout à donc fait. Déjà, c'est Marketing Mix Modeling. MMM, Marketing Mix Modeling. Il s'agit d'une méthode de régression linéaire avec quelques ajustements qui permet de donner l'impact de tous ces canaux sur les ventes, où vous pouvez avoir aussi d'autres métriques que vous voulez suivre, mais en général,
général, il s'agit de déterminer le ROI de chacun de ces canaux. Donc je remonte tous mes données des 3 dernières années, genre en magasin, sur site. Je mélange ça avec mes données de diffusion de campagne, de CRM, et du coup j'essaie d'établir, alors à chaque fois je me plante, c'est causalité, corrélation, c'est quoi le... Il y a un faux ami là-dessus, il faut faire attention justement. Alors je pense qu'une grande partie des gens de la salle sont bien au courant des différences entre la causalité et la corrélation. Évidemment, pour établir de la causalité, il faudrait faire un A/B test. Quand on décide d'attribuer un médicament sur une maladie, on ne fait pas une régression linéaire, sinon on va avoir des problèmes. Donc ce serait le gold standard, la médaille d'or. Maintenant, comme on sait que c'est impraticable dans le contexte du marketing et qu'il n'y a pas mort d'homme, on peut se permettre d'utiliser des méthodes MMM afin de développer des intuitions qu'on pourra ensuite venir confirmer, si besoin est, avec des A/B tests. Siddhartha, je crois que du coup côté Club Med, vous misez aussi beaucoup sur le MMM. Oui, nous on s'appelle MCA, modélisation, contribution, attribution. Mais avant d'arriver, en fait, le vrai sujet pour nous, c'était 2 sujets en fait. Omnicanalité, parce qu'on a une stratégie D2C avec nos propres réseaux de distribution à l'auteur de 70%. Donc on a beaucoup de data. Donc avant, 70% de vos ventes sont sur votre réseau. Oui, ça, sur le réseau, soit e-commerce, agence de voyage. En ligne, agence, c'est quoi le split Grosso modo à la louche. Grosso modo, en ligne, on est... en fait, justement, en fait, comme c'est omnicanal, et du coup, on ne peut pas isoler complètement. Par contre, full e-commerce est environ 30%. Ok. Full site, ouais. Ok, et donc, dans cette perspective-là... Oui, du coup, le premier enjeu, c'était vraiment d'investir massivement, en fait, sur la création à la fois la vision omnicanal, donc le data notamment, comment réconcilier, en fait, ces données qui viennent de 11 canaux différents. Du coup, ça, on a fait, et depuis presque un an, en fait, on est en train de mettre en place un modèle de contribution-attribution. Avec l'enjeu, comme Jessica a dit, justement, en fait, maîtriser l'investissement marketing online, offline. Et ensuite, il y a un vrai sujet, effectivement, d'alignement et ensuite mettre d'accord aussi sur les indicateurs, sur le scope. C'est un sujet très complexe. Sur l'alignement, on dit que c'est souvent, il y a une petite défiance peut-être des équipes marketing vis-à-vis d'un algorithme qui prétendrait savoir mieux qu'elle comment investir les budgets. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que les opérationnels activent les recos du moteur ? Qui est normal parce qu'avant il y avait le challenge en fait de réconcilier ces données. Du coup, on n'avait pas forcément online offline à réconcilier dans le même endroit et on était toujours basé en fait sur les modèles d'attribution last click de nos partenaires médias type Google, etc. Beaucoup ont bien sûr avancé, ils ont d'autres modèles. Donc, du coup, en fait, quand il y a des nouvelles mesures avec des méthodes en fait qui sont différentes, donc, effectivement, ça demande de revoir un petit peu la façon opérer des process et ensuite aligner aussi avec les plans marketing, les plans d'investissement qui ont été décidés en fait. Et du coup, c'est là effectivement il y a un sujet en fait transparence, qui est aussi lié à l'éthique, sujet de l'éthique de l'IA, etc. En fait, quand on utilise des modèles qui sont techniques, qui sont compliqués, il faut arriver à les expliquer de manière pédagogique, s'aligner aussi sur le scope des données qu'on va traiter, etc. Et ensuite adapter en fait le process existant pour trouver en fait le meilleur formule d'optimisation pour la marque. Hervé, vous vouliez rebondir? Oui, je voulais juste... modélisation, MMM, c'est modélisation économétrique en français. Hein, donc si vous cherchez la traduction, c'est simple. C'est intéressant parce que ce n'est pas une vérité, c'est une explication. Et ça permet de mettre autour d'une table, justement, plein de secteurs et de départements différents qui parlent tous avec un ROI spécifique, en mettant plus ou moins de paramètres dans ces ROI. En tout cas, ça permet de dézoomer, de mettre tout le monde autour d'une table et de partir d'un constat. Et à partir de ce constat, ce qui est intéressant dans une modélisation économétrique, c'est de mesurer la progression. Mesurer la progression de son ROI, parce que les bonnes modélisations économétriques, elles permettent de projeter les campagnes futures. Moi, j'ai dans mon équipe un champion du monde
qui ne fait que ça, enfin pas que ça, mais enfin il fait beaucoup ça, et ça nous a permis d'optimiser le ROI en 4 ans de 20%. Donc autant, quelque part, d'investissement qu'on ne met pas, qu'on ne met pas, qu'on réattribue, dont on fait un autre marketing mix, de manière à optimiser nos campagnes. Donc c'est 20% d'optimisation. Et la dernière chose qui est importante pour une modélisation économétrique, c'est que finalement, on ne parle plus de dépenses, mais on parle d'investissement. J'interdis à mes directeurs généraux de dire combien tu dépenses, Hervé. Non, nous investissons parce que ça donne un ROI et ça mesure un chiffre d'affaires incrémental qui est au-delà de nos ventes naturelles, parce qu'il y a des ventes naturelles dans tout secteur. Hein, parce que ma grand-mère achetait ça, alors j'achète ça. Bon, très bien, je vais dans cette boutique parce que mes parents y vont, je lis ce titre parce que c'est familial. Après, on peut avoir des choses différentes parce qu'on a évolué. Mais la modélisation, elle met des gens autour d'une table, elle mesure une progression et elle permet de changer le regard d'une direction générale sur des investissements, qu'ils soient CRM, médias ou hors médias. Donc c'est un allié des opérationnels pour continuer à préserver les budgets, voire les augmenter, parce que c'est parfois les premiers à sauter en période de crise compliquée. Donc c'est un allié. Et ça permet de rationaliser un petit peu les choses. Ce que vous faites, ouais. Par exemple, quand on fait un budget chez Intermarché, en fait, je ne leur parle pas de ce que je vais investir, je leur parle surtout du chiffre d'affaires incrémental que ça va donner. Vous voulez me retirer 10 millions, pas de problème, mais ça va faire ça en moins sur ma contribution à l'effort de guerre. Voilà. Et donc, ça permet quand même d'assainir, ou en tout cas de qualifier les échanges qu'on a sur les moyens qu'on doit mettre en face pour satisfaire nos stratégies, nos exigences. Allez-y, Siddhartha, vous voulez du coup, je vais aussi préciser, effectivement, nous, on est sur une notion de ROAS, donc retour sur ad spend. Donc, effectivement, la vision, c'est vraiment, en fait, ROI, qu'est-ce que ça génère comme business. Et du coup, la modélisation, soit MMM ou MCA, en fait, ça vient uniquement à préciser encore et améliorer la précision, en fait, de quelque chose, en fait, qui est déjà embarqué dans la philosophie de stratégie marketing aux médias, qui est retour sur investissement ou retour sur ad spend. Une question pour vous, Jessica. Le MMM a beaucoup évolué, mais il y a quand même deux gros enjeux qu'on évoque quand on parle de ça. C'est la granularité des données, parce que c'est vrai que c'est plutôt c'est plutôt du macro en général, et le coût aussi, parce qu'il y a peut-être un ticket d'entrée qu'il faut abaisser. Je vois Hervé faire non de la tête, donc je vous laisserai répondre après, mais c'est quand même les deux critiques qui sont adressées là-dessus. Comment est-ce qu'on adresse ça, Jessica ? Oui, alors tout à fait. Un MMM a toutes les vertus que Hervé vient de mentionner. Je pense que c'est un début qui va avoir énormément d'effets positifs, et notamment, et c'est également un enjeu, cette collecte des données. Donc, on est dans un environnement qui n'est pas la tech, et donc forcément, le premier enjeu, c'est déjà de trouver des données sur chacune des choses qu'on cherche à mesurer. Ensuite, il faut parler de la qualité de ces données. Et là, je pense qu'on sera tous d'accord. On a des difficultés encore aujourd'hui à correctement attribuer ces données, à les vérifier et à les contrôler dans le temps. Il y a des partenaires qui sont impliqués, les agences médias. Tout à fait, on travaille la main dans la main avec nos agences médias, donc Publicis dans le passé et à partir de janvier WPP. Mais c'est un chemin commun, un chemin ardu. Et donc, une fois que ces données sont présentes, qu'elles sont de qualité, se pose alors la question de la granularité de la modélisation. Et donc là aussi, il y a un arbitrage de coûts, c'est-à-dire plus on a de modélisation fine et plus on peut répondre à des questions, et en même temps, plus c'est chronophage, plus c'est coûteux. Et donc là, il y a vraiment un arbitrage business qui doit prendre place. Et enfin, donc, cette histoire donc, de réduction des coûts, au moment où on commence à être at scale, donc nous on a 400 modèles en production sur la promotion et sur le PFME, donc le média en particulier. Tout cela a un coût de maintenance qui est significatif au-delà de la mise en place, et il faut penser à l'industrialisation. Et c'est là que je pense le rôle du département data a tout son sens, puisqu'on va commencer à mettre en pratique donc des tests pour contrôler la qualité à toutes les étapes, pour industrialiser, pour que ce soit plus facile et
du coup, pour réduire les coûts. Parce que le sujet, c'est est-ce que c'est un dispositif pour tous les annonceurs? Pierre Fabre, qui du coup est quand même un annonceur un peu moins important que Nestlé, sans vous faire un jour, est-ce que c'est un outil que vous allez, qui pourrait avoir du sens pour vous? Alors aujourd'hui, on a effectivement un MMM qui est en cours. Maintenant, en se penchant sur le sujet et en étant un petit peu réaliste sur la maturité digitale du groupe, des organisations, etc., on ne pousse pas aujourd'hui nos marchés à partir sur ces modèles, en tout cas là pour 2024. Il n'empêche qu'en centrale, il y a un POC qui est en train de se faire à ce niveau-là. Mais effectivement, ça nécessite une organisation, une structure. Et nous n'avons pas encore cette maturité. Ce sera le mot de la fin sur cette douce mélodie d'apaisement. Merci beaucoup à tous les 5.